Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Kossi, Atlanta, dans le Niafat, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 4 décembre 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. La naissance de Imam Hassan Cissé, célébrée ce mercredi 4 décembre. À l'évocation de son nom, la communauté se souvient du premier petit-fils de Cheikh al-Islam, un bâtisseur, éducateur et un grand rassembleur qui a toujours œuvré pour le rayonnement de l'islam en plaçant l'être humain au centre de ses activités. Suite à la publication de la liste des médias reconnus dans l'espace médiatique, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, la validation de l'existence d'une entreprise de presse n'est pas le ressort du ministre de la Communication. La radio Alfayda parmi les 112 médias reconnus par le Code de la presse. L'Observateur national des lieux de privation de liberté en tournée nationale, l'étape de Kaolack démarrait lundi et prendra fin samedi. Sur l'international, en visite en Angola, le président américain Joe Biden a visité le musée national de l'esclavage à Luanda, un lieu chargé d'une lourde signification. Il évoque le péché originel des États-Unis. Et puis sport, quart de finale CAN handball féminine, les Lions défieront le Cameroun à 15h. Le Sénégal tentera d'enchaîner une seconde demi-finale de la CAN après celle de 2022. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Code Sec Keneme assure les opérations techniques. Liste des médias reconnus. Le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal a dénoncé la démarche du ministre de la Communication ayant publié la liste des 112 médias reconnus par l'État du Sénégal. Mamadou Ibra Kane, le patron du CELEPS, faisait face à la presse hier. Donc le communiqué de la conférence de presse du ministère avait pour but de donner une liste d'entreprises de presse qui auraient le droit d'exercer sur le territoire sénégalais. C'est-à-dire que sur les 535 médias qui se sont enregistrés sur le site du ministère de la Communication, seuls 111 médias ont droit d'existence légale selon le ministère de la Communication. Le grand problème dans la démarche du ministre, c'est qu'il s'est totalement fourvoyé en ce sens que ce n'est ni au ministère de la Communication ni à une quelconque autorité administrative de donner une autorisation pour la création d'un média, pour la création d'une entreprise de presse, a fortiori de valider son existence légale. C'est le gros problème, la grosse confusion faite par le ministère de la Communication. L'article 11 de la Constitution du Sénégal garantit la création d'une entreprise de presse ou d'un média sans autorisation préalable. Le ministre de la Communication a voulu se fonder sur l'article 94 du Code de la presse qui demande l'enregistrement des entreprises de presse au niveau du ministère de la Communication pour en tirer des conséquences de droit qui sont en réalité totalement inadaptées. Donc, dans sa communication, le ministre non seulement n'a reconnu, je mets reconnu entre guillemets, que l'existence légale de 111 médias, mais en plus de ça, il a donné un ultimatum pour que les entreprises de presse, les différents médias qui ne se mettront pas à jour dans les 72 heures, que ces entreprises de presse-là n'auront pas existence légale sur le territoire sénégalais. Mieux, dès le prononcé de sa liste de 111 médias, tous les autres médias sont illégaux à compter d'aujourd'hui. Donc voilà la situation à laquelle nous avons abouti avec les agissements du ministre de la Communication. Bien entendu, n'importe qui peut comprendre que ces actes-là sont totalement illégaux et ne sont pas conformes ni à la Constitution du Sénégal, ni au Code de la presse. À l'instant, le président du CELEPS, Mamadou Ibra Kane, la radio Alfayda FM, après 10 ans de travail acharné parmi les 112 médias reconnus par l'État du Sénégal. Selon le président du CELEPS, la presse sénégalaise a vu sa situation empirer et met en lumière une situation de crise
prolongée dans laquelle se trouve la presse due à des tensions économiques et fiscales avec l'État du Sénégal. Je disais tantôt qu'il y a une confusion énormissime faite par le ministre de la Communication. Il confond entreprise de presse enregistrée au niveau du ministère de la Communication et existence légale et autorisation d'existence légale de quelconque média, de quelconque entreprise de presse. Ce sont deux choses bien différentes. L'enregistrement des médias au niveau du ministère de la Communication permet à l'État du Sénégal de dire quelles sont les entreprises commerciales qui peuvent avoir le statut d'entreprise de presse. En octroyant ce statut d'entreprise de presse aux médias et aux entreprises qui sont enregistrées au ministère de la Communication, ces entreprises de presse pourront bénéficier des subventions de l'État et de la même manière pourront donc accéder au marché publicitaire de l'État. Il ne s'agit pas, à la place de l'enregistrement, de valider une existence légale ou pas. Ce n'est pas du ressort du ministre de la Communication, du gouvernement de manière générale, de valider une existence légale des médias au Sénégal ou non. Donc, cette mauvaise compréhension de la part du ministre de la Communication lui permet d'avoir l'illusion de pouvoir museler la presse sénégalaise. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous allons nous battre pour que cela ne soit pas. L'ultimatum de 72 heures qui a été donné par le ministre de la Communication, ultimatum assorti du fait qu'il demande au CNRA, à l'ARTP, au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur de quasiment fermer tous les médias que lui, en tant que ministre de la Communication, il n'aurait pas validés, c'est-à-dire les 111 médias. Et parmi les 111 médias, il y a beaucoup d'entreprises de presse, beaucoup de médias qui ont pignon sur rue depuis plusieurs années et qui sont même antérieurs à l'adoption du Code de la presse de 2017, qui ne sont pas aujourd'hui reconnus, entre guillemets, par le ministre de la Communication. Donc, c'est en réalité toute la procédure, tout l'écosystème des médias qui est aujourd'hui totalement bouleversé par des positions qui, il faut le dire de manière objective, sont des positions politiques contre les médias au Sénégal. C'est une sérieuse, ce n'est non plus une menace même, cette menace-là maintenant est devenue une réalité avec les agissements du ministère de la Communication. À l'instant, Mamadou Ibra Kane, patron du CEDEPS, qui faisait face à la presse suite à la publication des médias reconnus par l'État du Sénégal. Une délégation de l'Observateur des lieux de privation de liberté a effectué une visite à la prison de Kaolack en tournée nationale. Madiaou Diaw, lors de son entretien téléphonique avec Neifatou Cissé, est revenu sur la surpopulation et les conditions de détention des prisonniers. Alors, on est à Kaolack depuis dimanche soir et on a démarré effectivement nos activités sur le terrain. Nous sommes au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Kaolack. Nous avons programmé 3 jours de visite au niveau de cet établissement. Et dans le programme, il est prévu également de visiter 2 autres lieux de privation de liberté. Mais vous me permettrez de taire le nom de ces 2 unités parce que dans les principes, l'observateur agit par visite inopinée. Donc, on ne peut pas véritablement décliner les noms des autres lieux de privation de liberté que nous devons visiter dans ce cadre-là avant de le faire. Mais pour l'instant, retenez que nous sommes au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Kaolack. Voilà, ce qu'on a relevé, c'est souvent ce qu'on relève dans les établissements pénitentiaires, des conditions de vie extrêmement difficiles, il faut le dire. Déjà, cette prison reçoit tout ce qu'il y a comme personnes interpellées en détention au niveau de Kaolack, mais en sus de cela, reçoit également les personnes condamnées venant de Kaffrine, de Fatick excusez-moi, compte tenu du fait que la prison à ce niveau-là, au niveau de Fatick, est en construction. Donc tous les condamnés de Fatick sont actuellement gardés au niveau de Kaolack. Et fait qu'aujourd'hui, par rapport à la dernière visite qu'on a eu à effectuer ici, le nombre de détenus était à 600 et quelques mille, mais là présentement ils sont à plus de 800. C'est dire que véritablement c'est une prison qui accueille beaucoup de monde, avec 18 chambres, dont 2 pour femmes et une chambre pour mineurs. C'est véritablement des conditions parfois difficiles, il faut le dire, parce que comme vous le savez, à l'origine cette prison n'était pas une prison dédiée. Ce n'est pas conçu pour cela. C'est des réadaptations par-ci par-là, avec des directions peut-être dynamiques, mais il y a encore des choses à faire. Donc, de manière générale, voilà ce qu'on a constaté. On est dans les entretiens actuellement avec les détenus. On va faire également les entretiens avec le personnel pour véritablement traiter les conditions de travail. Après ce qu'on a constaté, nous, de visite, on aura véritablement la version également de ces différents pensionnaires, mais également de ceux-là qui sont chargés de la surveillance, à savoir le personnel. Après tout, nous aurons également des entretiens avec le directeur de l'établissement pénitentiaire. Le tout pour voir véritablement dans
quelles conditions toujours améliorer la situation des personnes privées de liberté au niveau de cet établissement pénitentiaire. Parce qu'on le dit et le savoir également, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté est un mécanisme de prévention. Autrement dit, nous n'avons pas à attendre que les choses se corsent pour véritablement venir jouer au sapeur-pompier. Notre mission, c'est véritablement venir avant que la situation ne dégénère, essayer d'identifier tous les points noirs qui, si on y prend garde, peuvent déboucher sur des situations de maltraitance ou de mauvais traitement de manière générale. Donc voilà le rôle de l'observateur qui continue sa mission et depuis 2012, sa mise en place effective. Madiao Diao, sur ses visites inopinées, revient sur les cas de torture et estime que le cœur de métier d'intervention de l'observateur est, selon toujours Madiao Diao, l'observateur national est une autorité administrative indépendante, un mécanisme de prévention. Joint au téléphone par Ndeye Fatou Cissé. Pour l'Observateur national, dès qu'on parle de torture, c'est un échec. Parce que nous sommes dans la prévention, nous devons tout faire pour identifier les points noirs qui, si on y prend garde, peuvent mener à ces cas de torture ou de mauvais traitement. Donc pour moi, je considère que l'Observateur national de l'Éducation de liberté souffre chaque fois qu'on parle d'un cas de torture ou de mauvais traitement. Parce que l'idéal est, dans le principe, pour l'Observateur national, il faut être dans la prévention, prévenir ces cas. Donc si un seul cas se produit, c'est déjà véritablement pour moi un échec. Donc le regard qu'on peut avoir de ces cas de mauvais traitement de torture, c'est toujours véritablement au mauvais regard. Ça, véritablement, il faut que l'observateur fasse tout pour qu'on en arrive pas du tout à ces situations-là. C'est véritablement notre cœur de métier d'intervention. Vous terminez la tournée quand? Nous sommes là en principe pour toute la semaine. Nous comptons véritablement terminer samedi, Inch'Allah, avec une équipe assez renforcée dans laquelle vous trouverez également des partenaires stratégiques qui s'occupent par exemple de la question des mineurs à travers la cellule d'appui à la protection de l'enfance. Parce que comme vous le savez, l'Observateur national, dans ses déplacements, peut s'adjoindre de toutes les compétences qu'il juge utiles pour pouvoir véritablement l'appuyer dans sa mission de prévention. Et comme la cellule s'occupe des questions des mineurs, et les mineurs constituent véritablement une catégorie assez particulière et vulnérable pour l'Observateur national, c'est donc de bon temps qu'on a jugé véritablement faire cette mission avec quelques membres de cette cellule qui nous accompagnent. C'est une cellule qui est rattachée au cabinet du ministère de la Femme et Solidarité. En attendant la clôture de vos activités, peut-être quelque chose à ajouter? Ce qu'il y a à ajouter, c'est véritablement vulgariser davantage ce mécanisme. Comme vous le savez, nous sommes une entité née de l'État, instituée par l'État du Sénégal à travers une loi de 2009. Suivi de décret d'application de 2011. Mais l'Observateur n'a commencé à fonctionner effectivement qu'en 2012. Et l'Observateur national est une autorité administrative indépendante nommée par décret du président de la République pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Et quand il est nommé, l'Observateur choisit ses partenaires, ses collaborateurs avec lesquels il travaille. Et la fin de son mandat également coïncide avec la fin du mandat de ses observateurs délégués qu'il s'est choisi lui-même. C'est donc naturellement qu'en tant que personnalité administrative indépendante, une fois que nous sommes dans la localité, que nous fassions par exemple la visite de courtoisie aux autorités administratives et judiciaires. On a commencé par ça hier et après cela, véritablement, on est entré en plein dans le travail depuis hier. Donc nous aurons besoin véritablement de ces voix, la presse particulièrement, ici au niveau de Kaolack par exemple, pour véritablement vulgariser davantage ce mécanisme. C'est pourquoi j'ai demandé à mon chargé de communication de voir véritablement la faisabilité et je vous remercie véritablement pour la promptitude de votre réaction. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 4 décembre 2024, l'info se poursuit sur la référence manœuvre nationale Saloum 2024. Le général de brigade Maguette Ndiaye, chef d'état-major de l'armée de terre. Cette manœuvre constitue une étape clé dont l'objectif est de renforcer l'autonomie des armées en matière de conception. Il est ici au micro d'Aline Badara Diop. Comme vous le savez, depuis un certain temps, les armées ont entrepris un vaste chantier consistant à renforcer son autonomie en matière de conception, de planification et d'exécution d'opérations de grande envergure. Dans ce contexte que nous avons organisé pour la première fois en 2018, la manœuvre Saloum 2018, la manœuvre nationale Saloum 2018. Cette manœuvre a été suivie par la manœuvre Falémé 2020 qui a eu lieu en zone militaire numéro 4, à la frontière commune avec le Mali. Et en 2022, nous avons organisé la manœuvre nationale Ferlo en zone militaire numéro 2. Nous revenons ici en zone militaire numéro 3 donc pour organiser la manœuvre Saloum 2024. L'objectif de ces manœuvres
en particulier de la manœuvre prévue cette année, est de faire face aux menaces potentielles. Dans le contexte de la sous-région ouest africaine, vous n'ignorez pas que nous avons pas mal de conflits et le contexte mondial prouve aussi qu'il y a d'autres formes de conflits qui se développent. Donc nous devons être en mesure de faire face autant aux menaces conventionnelles mais également aux menaces asymétriques, nécessitant en tout cas des modes d'action asymétriques. Et c'est dans ce cadre que nous organisons cette manœuvre. C'est dans ce cadre aussi que nous avons élargi la manœuvre à toutes les forces de défense et de sécurité. Comme vous le savez, nous sommes en train de réviser en tout cas la loi sur la défense nationale qui va passer à une loi sur la défense et la sécurité nationale. Et c'est important parce qu'il faut une synergie d'action et dans ce cadre, nous avons besoin en tout cas de mutualiser toutes les capacités, de mutualiser tous les efforts et surtout de les synchroniser pour en tout cas une efficacité optimale. Donc c'est dans ce cadre qu'il faut en tout cas placer la manœuvre nationale Saloum 2024. National Saloum 2024, le choix des régions de Kaolack et Fatick, le général Maguette Ndiaye. Cet exercice mobilisé environ 4500 éléments issus de toutes les composantes des forces armées et de sécurité du Sénégal. Pourquoi la zone militaire numéro 3 est précisément les régions de Kaolack et de Fatick? Cette région a une spécificité. Elle a des zones de manœuvre qui conviennent en tout cas à l'envergure des forces que nous voulons mettre en œuvre, mais aussi une frange maritime, donc qui nous permet en tout cas de permettre à la marine en tout cas d'entrer en action et de participer activement à cette manœuvre. On aurait pu faire ça dans d'autres régions, mais ce serait une participation très limitée de la marine. Mais cette année, quand même, vu l'envergure des moyens qui sont consentis, la marine aussi entend jouer un rôle important. Et c'est ce qui explique en partie en tout cas le choix des régions de Kaolack et de Fatick. Pour ce qui est des moyens engagés, nous avons environ 4500, donc provenant de toutes les forces de défense et de sécurité, pour ce qui est du personnel. Mais nous avons aussi engagé d'importants moyens. En tout cas, nous avons plus de 500 véhicules qui sont engagés total. Et nous avons aussi 7 aéronefs et 16 navires et embarcations. Vous conviendrez avec moi que tous ces moyens, en tout cas, nécessitent un soutien important. Et je peux vous assurer que tous les moyens nécessaires ont été mis à notre disposition, en tout cas pour tester le concept et pour tester aussi notre capacité à opérer ensemble. Et ceci m'amène en tout cas à la question sur la coordination, comment se fera la coordination. Certainement mon camarade de la gendarmerie y reviendra, mais nous avons travaillé, planifié en amont, en tout cas cette coordination. Nous voulons également tester la compatibilité des moyens que nous utilisons, parce que l'interopérabilité est un enjeu pour nous, pour cette manœuvre. C'est l'un des objectifs principaux, en tout cas tester l'interopérabilité des forces de défense et de sécurité. Donc nous avons trouvé des passerelles, en tout cas qui permettent de surmonter d'éventuelles incompatibilités. Donc la coordination est en train de se faire de manière satisfaisante et j'ose espérer que pendant tout l'exercice, cette coordination ne souffrira pas de manquement. Enfin, pour ce qui est en tout cas des actions civilo-militaires, nous avions fait le tour, conduit des missions de reconnaissance, donc pour voir les besoins en tout cas des villages qui se situent dans la zone d'action, et nous avions identifié quelques projets. Maintenant, vu les délais, nous avons ciblé certains, et peut-être qu'ultérieurement, dans d'autres manœuvres, d'autres projets vont être ciblés. Mais c'est ce qui a motivé un peu le choix. Donc, répondre à un besoin local et raffermir davantage le concept armée-nation. C'est tout le sens, en tout cas, de ces actions civilo-militaires. Et nous avons aussi un hôpital de campagne qui est déployé à Sokone. Et vous savez que la santé est un enjeu majeur, et cet hôpital a déjà commencé à fournir des soins aux populations qui en expriment le besoin. Pour le général de brigade commandant de la gendarmerie mobile, Jean-Bertrand Bokondé, cette manœuvre nationale se repose sur une posture intégrée de toutes les forces armées et des forces de sécurité intérieure. Il s'agit bien d'une manœuvre nationale qui est, à mon sens, inclusive et globale, qui repose sur une posture intégrée de tous les dispositifs, de toutes les forces armées et des forces de sécurité intérieure, que sont les armées dans ces 3 composantes, la gendarmerie, la police, l'administration pénitentiaire, les eaux et forêts, etc., etc. Et que sous ce chapitre, la gendarmerie a un rôle essentiel à jouer, en tout cas dans l'architecture de défense et de sécurité. Et cette vision repose, je l'ai dit tout à l'heure, sur une vision intégrée pour vraiment dépasser les clivages traditionnels qui existent entre les différentes forces, mais surtout en assurer le continuum. Et sachant que la gendarmerie est une force du continuum, c'est-à-dire capable vraiment de faire face à toutes les formes de menaces en temps de paix, en temps de crise et en temps de guerre. Et que par rapport à
cette manœuvre, nous poursuivons bien entendu plusieurs objectifs. Le SEMAT l'a dit tout à l'heure, l'interopérabilité. Il s'agit, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la défense étant commune, il s'agit de développer des procédures communes, vraiment qui nous permettent tous ensemble de faire face à un ennemi commun. Jean-Bertrand Bokandé, des propos recueillis par Aline Badara Diop. À l'occasion de cette manœuvre, la gendarmerie évoluera sur 2 tableaux avec l'engagement de 2 cartons blindés et les autres composantes seront testées. Réécoutons-le toujours avec Aline Badara Diop. Dans un deuxième temps, la gendarmerie a des objectifs qui lui sont propres sur le plan stratégique, la sécurisation des zones, le maintien de l'ordre, la gestion des crises, l'appui au renseignement, la protection des itinéraires et j'en passe. Ceci étant, comme vous le savez, la gendarmerie est une force à statut militaire. Là, en tout cas, à l'occasion de cette manœuvre, nous allons évoluer sur 2 tableaux. Un tableau militaire avec l'engagement de 2 escadrons blindés en adaptation au niveau des 2 GTIA. Quand on dit adaptation, ça veut dire que c'est des escadrons de la gendarmerie qui sont, passez-moi l'expression, vendus aux escadrons blindés. Donc, eux, ils vont faire carrément du militaire. À côté de ça, nous aurons un groupement mobile de gendarmerie constitué de 3 escadrons de gendarmerie et qui vont, à leur niveau, faire face à des missions typiquement gendarmerie dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. Maintenant, pour les moyens engagés très rapidement, nous serons à 657 personnels, sachant que les escadrons évolueront avec leurs moyens organiques. Pour l'escadron blindé, je pourrais mentionner les canons roues de 105 mm, de 30 mm, sans compter les épiciers Cobra qui seront dotés au niveau de tous les escadrons. À part ça, nous avons des unités spécialisées, à savoir le GIGN également qui aura sa partition à jouer dans le cadre d'un exercice simulé intégré. Nous avons également un élément de l'air avec des ULM, un ULM et des drones, mais également sans oublier vraiment la gestion de la frange maritime avec l'unité de la section de l'environnement qui aura des embarcations lors d'un exercice simulé certainement avec les sapeurs-pompiers dans le cadre vraiment d'une catastrophe en mer. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Cérémonie de remise de diplôme des agents municipaux de la commune de Kaolack. 26 agents ont été formés sur la conduite et la manipulation d'engins lourds par le génie militaire. Ils étaient au nombre de 26 agents municipaux qui ont reçu leur diplôme après formation avec la génie civile de la zone militaire numéro 3. Ces agents municipaux sont formés pour pouvoir manipuler les engins en vue des travaux de réfection des routes dans la ville de Mbossékoumba-Djiguen. C'est avec un immense honneur et une grande joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment significatif dans la vie de notre commune. La remise des attestations de fin de formation aux agents municipaux formés par le génie militaire témoigne de notre engagement envers le développement professionnel et la valorisation des compétences au sein de notre administration communale. Ndeye Diop, directrice technique à la mairie de Kaolack, parmi les stagiaires qui ont subi cette formation, exprime sa gratitude envers le premier magistrat de la ville de Mbossékoumba-Djiguen. Permettez-moi de remercier monsieur le maire de la commune de Kaolack. Si aujourd'hui nous sommes là pour célébrer notre graduation, c'est grâce aux idées innovatrices de ce monsieur le maire, qui n'a menacé aucun effort pour le bon fonctionnement de la commune et de l'épanouissement de ses employés. Mais aussi, il nous a permis d'être à cette perpétuelle quête de compétences pour de meilleures performances au profit de cette belle ville de Kaolack. Amadou Moustapha Ndiek-Saré, le ministre de la formation professionnelle, qui a présidé cette cérémonie de remise de diplôme aux 26 agents municipaux. C'est avec une profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme. Cet événement revêt une importance particulière car il incarne une belle synergie entre les institutions civiles et militaires pour le développement des compétences professionnelles. Permettez-moi de saluer chaleureusement monsieur le maire de Kaolack, mon ami Serigne Mboup, dont l'engagement exemplaire mérite d'être magnifié. Homme de vision et acteur économique de premier plan, monsieur Mboup incarne parfaitement le leadership local au service du développement. Devant une foule immense,
Composé de militaires et de civils, ces 26 stagiaires ont reçu leur diplôme après 1 mois 15 jours de formation avec la génie civile de la zone militaire numéro 3. Ceci entre dans le cadre du programme de Setal Suqali Sam, initié par le maire de la commune de Kaolack, Serigne Mboup. Alioune Badara Diop, le premier magistrat de la ville, Serigne Mboup, lors de cette cérémonie de remise de diplôme, s'est adressé aux 26 agents municipaux qui ont subi cette formation durant 45 jours de relever les défis. Chaque compétence acquise est une promesse d'un service public, dira-t-il. La formation que vous avez reçue n'est pas seulement un diplôme, c'est un outil puissant qui vous permet d'améliorer vos compétences, d'accroître votre efficacité et par conséquence d'offrir un meilleur service de nos citoyens. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel que nous nous adaptions et que nous nous préparons à relever les défis qui se présentent à nous. Grâce à ce partenariat avec les génies militaires, nous avons pu bénéficier d'un savoir-faire unique qui enrichit et améliore en permanence notre capacité d'action. Vous, agents municipaux, vous êtes les piliers de notre administration locale. Votre travail quotidien impacte directement la vie des citoyens. Et en vous formant, nous investissons non seulement dans votre avenir et votre avenir professionnel et votre carrière, mais également dans l'avenir de notre commune. Chaque compétence acquise est une promesse d'un service public plus efficace, plus réactif. Essayez de donner l'exemple là où vous êtes pour mieux servir notre commune. Je vous encourage à mettre en pratique les compétences que vous avez acquises. Utilisez ces connaissances pour innover dans l'exercice de vos fonctions, pour contribuer au service durable de votre communauté. N'oubliez jamais que votre engagement, votre dévouement sont essentiels pour bâtir une société meilleure. En conclusion, je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cette formation possible. Le génie militaire pour son expertise, le ministre de la formation professionnelle pour sa présence qui non seulement est honorifique, et il a pu visiter la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, aussi l'usine de Domitexka. Le maire Serigne Mboup, lors de cette cérémonie de remise de diplôme aux 26 agents municipaux. Pour la directrice technique de la mairie de Kaolack, Ndeye Diop, après avoir rendu un vibrant hommage au génie militaire, s'est adressée à ses collègues. Elle est ici au micro d'Alioune Badara Diop. Nous profitons ainsi de cette occasion pour lui adresser nos distingués remerciements et notre plus haute considération. Merci pour votre esprit d'équipe. Nous ne serions pas les mêmes sans vous. Merci de vous être surpassés pour nous aider à atteindre nos objectifs. Nos remerciements seront adressés à notre armée nationale. Je veux citer la zone militaire numéro 3, dont à sa tête le colonel Djoumassao, commandant de zone, qui a mis à notre disposition une excellente équipe commandée par le lieutenant-colonel Serigne Aliou Faye. Son assistant à côté du maire et de l'équipe municipale remonte à la période hivernale, où son apport technique dans la gestion des inondations est à saluer. Mais également, nous souhaiterons remercier l'ensemble de nos formateurs, en passant par le capitaine Cheikh Bakendior, notre directeur de stage, le lieutenant Aliou Faye, son adjoint et toute l'équipe dans sa globalité. Les stagiaires parlent toujours de votre travail acharné et de votre attitude serviable. Merci d'être des modèles. Votre rigueur et votre détermination nous ont transformés en un temps record. Votre travail et votre engagement nous a permis de terminer notre formation dans les meilleurs délais. Nous sommes très reconnaissants de vous avoir à nos côtés. Vous nous avez intégré des valeurs civiques et citoyennes, une rigueur professionnelle dans nos vies quotidiennes. Et pour cela, nous vous en remercions. Avec vous, nous avons appris ce qui est la citoyenneté et don de soi pour la patrie et travailler pour servir la cité. Chers collègues et stagiaires, enfin, je m'adresse à vous. Vous avez travaillé dur pour arriver là où vous êtes. Félicitations pour cette récompense méritée. Vous avez relevé des défis et surmonté de nombreux obstacles, mais vous avez toujours eu la volonté de continuer. Donc, pratiquez et appliquez avec abnégation les prescriptions techniques soumises par l'encadrement. Merci pour l'engagement que vous avez montré durant toute la formation. Nous ne serons pas terminés sans pour autant remercier vivement l'équipe que la mairie a mis à notre disposition, dirigée par Madame le maire et Assouf Sarr, qui n'a menacé aucun effort pour la réussite de ce projet de formation. Merci, Madame la mairesse.
Venu présider cette cérémonie de remise de diplôme, le ministre de la Formation professionnelle, Amadou Moustapha Ndexaré, cette initiative locale s'inscrit dans la vision du référentiel Sénégal 2050. Sous l'impulsion de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a fait de la formation professionnelle un pilier fondamental de notre stratégie nationale. Elle est au cœur de la transformation économique et sociale, en lien avec l'agenda national de transformation Sénégal Vision 2050, nouveau référentiel des politiques publiques. Ce cadre stratégique, inspiré par une vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, nous invite à réinventer nos approches pour relever ensemble les défis d'aujourd'hui et de demain. Ces défis collectifs passent par la prise en charge notable des urgences économiques et sociales, du développement de l'employabilité et de l'emploi des jeunes, de la promotion des 8 pôles territoires identifiés pour en faire des bassins d'innovation, de relance et de dynamisation de l'économie nationale, notamment dans les 4 secteurs moteurs de croissance assumés que sont la transformation des industries extractives, les industries agroalimentaires, les industries manufacturières et les services à valeur ajoutée. Le sous-secteur de la formation professionnelle et technique que nous avons l'honneur de piloter se positionne au cœur de cette transformation. En effet, il est impossible d'envisager une économie compétitive, une équité sociale accrue ou un développement durable sans des ressources humaines de qualité aptes à répondre aux besoins évolutifs de notre économie et à innover dans des secteurs stratégiques. À ce titre, il est attendu de la formation professionnelle la qualification de 5 millions de techniciens à l'horizon 2050, dont 700 000 pour la période 2025-2029. Cette initiative locale s'inscrit parfaitement dans cette vision, celle d'une formation adaptée aux besoins des territoires et des secteurs porteurs. Je réitère également mes félicitations aux diplômés pour leur réussite et leur engagement. Vous êtes désormais les artisans du développement de votre commune et plus largement du Sénégal. Je vous exhorte à continuer de faire preuve de discipline et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions. Vous suivez le journal. Émettons depuis Medina Baye, Maboul Cheikh Imam Hassan Cissé, Sidio Ali Moumara Alilo. L'info se poursuit sur la référence. Aujourd'hui, 4 décembre, la communauté nationale et internationale à travers les disciples et talibés se rappellent du premier petit-fils de Cheikh al-Islam, Cheikh Imam Hassan Cissé, le bâtisseur, l'éducateur et le rassembleur qui a toujours œuvré pour le rayonnement de l'islam. Nefatou Cissé. Le 4 décembre, nous sommes en 1945, naquit à Kaolack le premier petit-fils de Cheikh al-Islam, El Hadji Ibrahima Niass, Cheikh Imam Hassan Cissé. Durant toute sa vie, sur les pas de son vénéré grand-père Rabaye Niass, Cheikh Imam Hassan Cissé ne cessa d'œuvrer pour la propagation de l'islam, répandre à travers le monde la tariqa Tijaniya tout en s'évertuant à vulgariser les enseignements des érudits de la famille niassène, considéré de son vivant comme étant un porte-parole du soufisme Tijaniya. Des écrits de Imam Hassan Cissé, on peut citer l'ouvrage titré Cheikh Ibrahima Niass, Introduction aux perles du déluge divin, discours choisi de Cheikh al-Islam, El Hadji Ibrahima Niass, Institut islamique afro-américain. En 2006, Khutba al-Kital, l'esprit des bonnes mœurs de Cheikh Ibrahima Niass, conseil sincère, Cheikh Ibrahima Niass, revitaliste de la Sunna Tariqa Tijaniya de New York, 1984. Grand bâtisseur aux idées futuristes et innovantes, Imam Hassan Cissé laissa un legs qui ne saurait être estimé à sa communauté, aux talibés et fidèles, dont l'Institut afro-américain, la clinique Shifa al-Askam, la radio Al-Faïda, dont il prendra le soin de décrire la ligne éditoriale, à savoir la bonne conduite, autrement dit la droiture, ainsi que la promotion du savoir. Radio bi dox jàmm ko tax a jóg éducation jàngale ak itam diggante yi yàqu yëpp luñ ci man pour defar ko ñu defar ko ak àggale mission yi l'islam bi ci réew yoo xam ne dañ daa dagg billet avion di tukki réew ak réew pour jotal leen ko tey man dem naa ba Malaisie ubbi naa rajo ubbi internet di ci déglu rajo bii. Actualité internationale. Sur l'international, en visite en Angola, le président américain Joe Biden a visité le musée national de l'esclavage à Luanda, un lieu chargé d'une lourde signification. Il évoque le péché original des États-Unis d'Amérique
C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En visite officielle en Angola, le président américain Joe Biden a qualifié la traite des esclaves de péché originel qui a hanté les États-Unis. Lors d'un discours prononcé hier, il a aussi annoncé $1 milliard d'aide humanitaire à l'Afrique. Actualité internationale. La Namibie a élu sa première femme présidente, Netumbo Nandi-Ndaitwah, 72 ans, l'actuelle vice-présidente issue du parti au pouvoir dès le premier tour, avec 57,31% des suffrages, a annoncé hier soir la commission électorale. Actualité internationale. Différentes organisations guinéennes indiquent que le nombre de supporters de foot tués dimanche dans une embuscade ou une bousculade plutôt dans le sud-est du pays était probablement très supérieur aux 56 morts annoncés par le gouvernement. On estime aujourd'hui à 135 personnes, dont majoritairement des enfants de moins de 18 ans, le nombre de ceux qui ont trouvé la mort au stade du 3 avril de Nzérékoré, a dit un collectif d'organisations de défense des droits humains dans une déclaration lue publiquement à Nzérékoré. Le collectif dit se fonder sur des informations recueillies à l'hôpital auprès de témoins, de parents de victimes, dans les mosquées et les églises, auprès des chefs de quartier ou en lieu des inhumations et dans la presse. Actualité internationale. Le ministre algérien des Affaires religieuses, Youssef Belmedi, assure que la liberté de culte est garantie en Algérie, bien que l'islam soit la religion d'État. Il a souligné que cette liberté est encadrée par la loi et protégée par la Constitution, qui garantit également la sécurité des lieux de culte et protège contre les agressions. Cependant, les États-Unis ont placé l'Algérie sur une liste de pays surveillés en raison de violations de la liberté religieuse, citant la criminalisation du blasphème et la fermeture d'églises évangéliques. Malgré ces accusations, Alger affirme respecter la liberté religieuse dans le cadre de la loi et des pratiques interreligieuses. Actualité internationale. Les Nations Unies avertissent que les niveaux déjà sans précédent de déplacements forcés risquent de s'aggraver en 2025, alors que les conflits et les catastrophes poussent toujours plus de personnes à fuir leur foyer. Actualité internationale. Hier, en Corée du Sud, le président Yoon Suk Yeol a créé la surprise en proclamant la loi martiale, ce qui a suscité manifestations et inquiétudes de nombreux pays, dont les États-Unis, l'Allemagne et la Russie. Tard dans la nuit, le président a finalement annoncé que la loi martiale allait être levée. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec les quarts de finale de la CAN handball féminine à 15h. Le duel des Lions, Sénégal-Cameroun, Congo joue la Tunisie, Égypte joue la RD Congo, Angola joue l'Algérie. Football à présent, 14e journée de la Premier League en Angleterre. Everton reçoit Wolverhampton à 19h30. Man City reçoit Nottingham Forest. Newcastle joue le Liverpool. Southampton joue Chelsea. Arsenal joue Man United. Aston Villa reçoit Brentford. 8e de finale Coupe d'Italie, Fiorentina Empoli prévu à 20h. 19e journée Liga espagnole, Atlético Bilbao Real Madrid. Hier, Mallorca a été laminé par l'FC Barcelone 5-1. 8e de finale Coupe d'Allemagne à 17h. FC Cologne joue Hertha Berlin. Wolfsburg joue Hoffenheim. Leipzig se joue Hertha Francfort. Hier, le Bayern Munich a été dominé par le Bayer Leverkusen sur le score 2-0. Werder Bremen bat Darmstadt 1-0. Coupe CAF, le Giraffe de Dakar recevra l'USM Alger au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio ce dimanche à 16h pour le compte de la deuxième journée de la Coupe CAF. Lutte pour terminer. La région de Ziguinchor a été choisie pour accueillir la 25e édition du tournoi de lutte doté du drapeau de chef de l'État. Ce sera du 2 au 4 mai 2025. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Kodosek Keneme qui en a assuré la partie technique, la rédaction en chef.
a été assuré par Elhadji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 21 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. La naissance de Imam Hassan Cissé, célébrée ce mercredi 4 décembre. À l'évocation de son nom, la communauté se souvient du premier petit-fils de Cheikh al-Islam, un bâtisseur, éducateur et un grand rassembleur qui a toujours œuvré pour le rayonnement de l'islam, appelant l'être humain au centre de ses activités. Suite à la publication de la liste des médias reconnus dans l'espace médiatique, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, la validation de l'existence d'une entreprise de presse n'est pas le ressort du ministre de la Communication. La radio Al-Fayda, parmi les 112 radios validées dans l'espace médiatique au Sénégal. L'Observateur national des lieux de privation de liberté en tournée nationale, l'étape de Kaolack démarrée depuis lundi et prendra fin ce samedi. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale et la page sportive qui ont mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.